وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. أشكو راكم تسمعوا فينا مليح، أشكو راكم تشوفوا فينا مليح. Est-ce que l'image et le son vous parviennent dans de bonnes conditions? Merci de nous être fidèles. Bonsoir وأزدل فلاون. مرحبا بكم في ليلة من ليالي Algérie Park. ليلة جديدة من ليالي Algérie Park. واليوم موضوع مهم، موضوع حساس. Nous allons parler d'un sujet important, d'un sujet très sensible. Nous allons parler des tensions régionales au Maghreb, du problème algéro-marocain et de l'escalade de tensions qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, avec le bruit de bottes, comme on appelle ça, yani, ces manœuvres militaires, ces langages un peu violents, ces menaces qui sont exprimées d'un pays à un autre, le nouveau ordre, et moi j'ai appelé tout à l'heure dans un article un nouvel ordre régional qui est en train de se dessiner là, sous nos yeux. Malheureusement, le Maghreb, Yajma'a, il est plongé dans une crise d'instabilité dangereuse où les tensions entre l'Algérie et le Maroc, sauf que cette fois-ci, les tensions Yajma'a sont en train de prendre une dimension assez inquiétante. Une dimension très inquiétante qui pourrait aboutir à quelque chose de plus dangereux. Nous allons en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Pourquoi cette fois-ci c'est plus dangereux entre l'Algérie et le Maroc par rapport à avant? Ah ben la réponse elle est simple. C'est que cette fois-ci, le Maghreb n'est plus un problème maghrébin ou africain. Le Maghreb ou la Yajma'a, un problème international. Depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, depuis la normalisation des relations avec Israël, depuis l'implication des grandes puissances dans le conflit libyen, Yajma'a, c'est fini. Le Maghreb, il est devenu une partie d'échec entre toutes les grandes puissances au monde. Où les Algériens, qui les Marocains, des pions sur un échiquier où qu'il les rois et les fous et la reine qui commandent, et moi je suis vraiment inquiet et je voulais partager avec vous mon inquiétude et je voulais tirer la sonnette d'alarme et je voulais même proposer une solution parce que la situation dans la عايشينها يا جماعة صراحة تخوف. Il y a des tensions très très dangereuses entre l'Algérie et le Maroc. Il y a plusieurs parties qui sont en train de jeter de l'huile sur le feu. Il y a des nouvelles données géopolitiques mondiales qui sont en train vraiment qui peuvent causer un feu et un incendie. Les بالك ربي الشر بالك ما نسلكوهاش كاع. Alors, je résume un peu la situation. واش راهو صاري d'abord واش راهو صاري واش الفرق par rapport les années précédentes, quelle est la différence et pourquoi aujourd'hui c'est devenu plus dangereux. Le problème avant, le régime algérien et le régime marocain, كانوا يتقاتلوا بيناتهم يضربوا بيناتهم mais de manière diplomatique et de manière médiatique. L'histoire, nous avons déjà consacré une émission à l'histoire des relations algéro-marocaines, à la complexité des relations algéro-marocaines. On a expliqué comment ça a commencé la guerre des sables 63 jusqu'à septembre, octobre 63 jusqu'à janvier. On a expliqué beaucoup de choses dans la Kouchafine. On a parlé ensuite de la question du Sahara occidental. On a fait un historique comment les Algériens ont vécu la guerre des sables entre septembre 63 et février 64, comment les Marocains l'ont vécu aussi, c'était quoi la vision de l'Algérie par rapport au problème de 75, c'était quoi le problème في Amgala 1, Amgala 2, ولحقنا حتى le cessez-le-feu 91, وفهمنا les problèmes, les différends qui existent entre l'Algérie et le Maroc ne datent pas d'aujourd'hui. Sauf que avant, notamment depuis le début des années 90, il n'y a pas eu des escalades militaires. C'est-à-dire que le problème est resté au niveau de la diplomatie, des attaques verbales, des attaques diplomatiques, des attaques médiatiques. النظام الجزائري عنده les médias تاعو يخدموا معاه l'expression jeune indépendant ou الخروط de les médias تاع dessous qui attaquent tout le temps le Maroc et qui développent un sentiment anti-marocain
au sein de la population, qui essayent de développer un sentiment anti-marocain au sein de l'opinion publique en Algérie, qui essayent de diaboliser le Maroc à tort et à travers. Le Maroc, la même chose. Tu as une presse, tu as des titres de presse qui sont anti-algériens, le Matin du Sahara, quelques sabbats, ou quelques titres de la presse marocaine, même si elle n'est pas aussi lue que la presse algérienne, la presse marocaine, mais le public, ils essaient de développer un sentiment anti-algérien. Ou bien sûr une bataille de lobbying au niveau des institutions internationales, toujours sur la question du Sahara occidental. Donc, le Sahara occidental, pour les Algériens, c'est une position de principe. Pour les Algériens, ils disent que on soutient le Sahara occidental parce que le Maroc avait été un expansionniste, il veut prendre Béchar, il veut prendre le Tindouf, il nous a agressé 63 ou jusqu'à 64, il peut refaire la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on soutient le Sahara occidental. Bon, c'est un argument. Du côté marocain, c'est un autre argument. Ils disent que non, le Sahara occidental, c'est notre pays, c'est notre région, c'est notre histoire, c'est la profondeur de notre pays. Donc, les années 90 jusqu'aux années 2000, la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc début des années 90, ça a encore aggravé ça a encore aggravé les problèmes entre les deux pays. Bon, donc depuis 1992, plutôt depuis 1994, les frontières sont totalement fermées. Le pays, les deux pays, il y a beaucoup de malentendus. Mais, alhamdoulilah, ça n'a jamais dégénéré. Ça veut dire, ce que je veux dire, chefna récemment, en 2020, la guerre bin l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à la Djello-Karabakh, chefna belé à la durée du 27 septembre jusqu'au 10 novembre 2020, il y a eu des milliers de morts. Bon, le bilan parle, il y en a qui parlent de 5000, il y en a qui parlent de 10 000 morts. Vous savez, il faudrait beaucoup de recherches et écouter les deux versions pour savoir. Il y en a qui disent que c'est l'Azerbaïdjan qui a gagné, que l'Arménie a reculé. Voilà, bon, il y a plusieurs thèses, etc. Peu importe, mais chef une guerre conventionnelle entre deux pays voisins, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et chef bon, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est un autre cas. C'est-à-dire vraiment, l'Arménie occupe une partie que l'Azerbaïdjan considère comme son territoire. L'Arménie dit que c'est pas son territoire, c'est mon ancien territoire qui m'a été perdu, qui m'a été enlevé depuis l'époque de l'Union soviétique. L'Algérie n'occupe pas officiellement le Sahara occidental, elle ne l'occupe pas, elle le soutient pour les Arios, elle le soutient financièrement, elle le soutient militairement et elle l'assume, elle le dit d'ailleurs, ce n'est un secret polichinelle. Le Maroc n'occupe pas une région de l'Algérie, tout le territoire algérien est totalement sous souveraineté algérienne. Les Algériens يعرفوا parce que بزاف في la presse algérienne يقول لك le Maroc réclame encore Tindouf, réclame Béchar, ce qu'il faut et l'Algérie ne réclame aussi aucun autre territoire aucun autre territoire au-delà de sa carte géographique actuelle parce que les deux pays fait mai 89 au mois de mai 89 ils ont signé définitivement le tracé des frontières. C'est-à-dire que الناس بزاف ما تعرفش ولازم نقولوها لهم en mai 1989 les deux pays ont signé l'accord qui officialise officiellement le tracé des frontières. L'accord n'est pas nouveau. L'accord, il date depuis la fin de la guerre des sables, c'est-à-dire pratiquement printemps 64, lorsque l'organisation de l'Union africaine, c'était l'empereur de l'Éthiopie, Djibril Selassie, qui a fait l'intermédiaire pour essayer de proposer une solution aux deux pays, une intermédiation. Bon, l'intermédiation était l'Union africaine, elle a appuyé la position algérienne, qui était que on garde les frontières qui ont été dessinées par le colonisateur. C'est comme ça, le colonisateur nous a colonisés comme ça, il est parti, l'Algérie s'est battue pour la libération de son territoire, le Maroc a lutté, pas de manière armée, mais il a lutté, ou sur le même tracé qui a été fait par l'ancienne puissance coloniale. Donc, le Maroc avait refusé, les négociations ont buté pendant des années, mais en mai 89, là, il n'y a plus de problème frontalier, clairement affirmé, il y a un accord entre les deux pays, le Maroc reconnaît que Tindouf et Béchar c'est l'Algérie, ou l'Algérie reconnaît c'est Agadir ou Fekik ou Malabeli ou d'autres localités ou la Oujda ou là, c'est marocain. Donc, les deux pays officiellement n'ont pas de problème
Je vous donne ces données-là pour vous expliquer la particularité du contexte d'aujourd'hui. Pour vous dire qu'il n'y a pas un conflit territorial officiel entre les deux pays. ماشي كيما l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, وين كل واحد يقول لك هذيك la région du Haut-Karabakh, elle m'appartient. Maintenant, le Sahara occidental, les Algériens les Marocains, quand je dis les Algériens et les Marocains, je vous dis je parle des deux systèmes, des deux régimes. Naturellement, le régime marocain, il a ses partisans, le Mkhzen, il a ses partisans au Maroc, le régime algérien, il a ses partisans en Algérie. Mais à la bête, les deux peuples, Maghloubin alayhom, Mahgourin, etc., à des degrés divers, la réalité des droits de l'homme en Algérie n'est pas réjouissante. La réalité des droits de l'homme n'est pas non plus réjouissante au Maroc, même si elle n'est pas aussi médiatisée que celle qui est en Algérie. Mais donc, les relations ont commencé à partir, ce qui est inquiétant, il s'est passé deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a le grand conflit, malgré l'accord de mai 69, malgré l'accord de mai 89, et malgré la reconnaissance du tracé territorial, du tracé des frontières, et malgré la fin du différend officiel entre le Maroc et l'Algérie sur le tracé des frontières, la guerre froide a bien les deux pays. Des années 70, les années 80, les années 90. Qui traîne dans les années 2000, le Maghreb n'a jamais été fait. Le Maghreb, qui était censé devenir un bloc régional, unissant les peuples, unissant les pays qui le composent, de la Libye jusqu'à la Mauritanie, aurait pu être le Maghreb aurait pu être un marché commun, il aurait pu être une puissance commune, on aurait pu développer une économie commune, on aurait pu s'unir chacun, les Tunisiens avec leurs qualités, les Algériens avec leurs qualités, les Marocains avec leurs qualités, les Mauritaniens avec leurs qualités, les Libyens avec leurs qualités, on aurait fait un bloc régional important, dans une zone géographique très importante, la porte de l'Afrique, la porte de l'Europe, au cœur de la Méditerranée, on aurait fait gagner une région qui aurait pu être prospère et pacifique. Malheureusement, on l'a pas fait. Du coup, c'était quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'on a laissé les puissances étrangères s'infiltrer totalement vers le Maghreb. Ça a commencé par la crise libyenne. La crise libyenne entre le 15 février 2011 et le 23 octobre 2011, la Libye, à partir du moment où il n'y a pas de Maghreb, mais qu'est-ce un bloc régional? كل واحد داير la politique تاعو وحده، كل واحد يخمم على صوالحه وحده. La Libye تاع القذافي à l'époque تخمم على صوالحها وحدها. La Tunisie de Ben Ali, elle essayait de faire l'intermédiaire mais كانت تخمم على صوالحها وحدها. L'Algérie qui venait sortir d'une guerre civile des années 90, qui a souffert de l'isolement et qui a souffert de la crise, de la faillite économique et financière qui a précédé, qui a duré pendant la décennie noire, où le Maroc, carrément, il a divorcé avec le Maghreb. Le Maroc, il a même demandé à un moment donné d'intégrer l'Union européenne, au début des années 2000. Il a pensé à intégrer récemment, les 3-4 dernières années, il veut intégrer la communauté africaine des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a renforcé ses relations avec les pays du Conseil, les monarchies des pays du Golfe. Le Maroc, il a complètement oublié le Maghreb. Le Maghreb, tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié. Même la Mauritanie a regretté. Même les Mauritaniens, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, la fameuse CEDEAO, les kharjt minha la Mauritanie pour rejoindre le Maghreb, parce que le Maghreb ne s'est jamais fait. À partir du moment où le Maghreb ne s'est jamais fait, il y a eu les puissances étrangères. Les puissances étrangères, ils se sont installés dans la région. Peut-être la Libye. La Libye d'Al-Qaddafi. Qaddafi, il a cru pouvoir acheter la France, il a cru pouvoir acheter Sarkozy pour se réconcilier avec l'Occident et se faire accepter par la communauté internationale. Il a échoué, puisqu'en février, à partir de février 2011 jusqu'à octobre 2011, la France et Sarkozy ont soutenu la rébellion, la révolution libyenne qui est devenue ensuite une rébellion, où ça la guerre. ولا بالكم واش صرا من بعد la Libye après la chute de Kadhafi c'est devenu la porte ouverte. La France s'est mêlée, les États-Unis se sont mêlés, l'Italie s'est mêlée. من بعد la division de la société libyenne, les fractions libyennes صرات واش صرا من بعد parce qu'il n'y a pas de Maghreb. L'Algérie وحدها c'est vrai qu'elle a 900 km ou la plus de frontière avec la Libye. Elle a essayé d'avoir un lobby, elle n'a pas pu parce que les Libyens beaucoup de Libyens reprochaient à l'Algérie d'avoir été pour le Kadhafi, non pas avec le changement. Donc, j'ai le Qatar, les Européens, on la Turquie. Ça a commencé depuis 2014 avec la deuxième guerre civile
qui a duré pratiquement de 2014 jusqu'à 2020, plus de 6 ans, où il est la Libye une nouvelle colonie. La Libye تاع اليوم راهي كيما la Syrie تاع اليوم. Je veux dire, en Syrie qui décide, c'est pas les Syriens, c'est la Russie, l'Iran, la Saoudie ou le Qatar, la Turquie ou les États-Unis. كل واحد مقاسم, كل واحد متضارب avec, كل واحد il a un camp, كل واحد il a une position. La Libye est redevenue la même chose. Enfin, elle est devenue plutôt la même chose, ce n'est pas redevenu, parce qu'avant, à l'époque de Kadhafi, il y avait la dictature, il y avait des problèmes d'immigration, il y avait des problèmes de liberté publique, il n'y avait pas de démocratie, je suis d'accord, mais c'était un pays plus ou moins stable. Les Maghrébins, quand je dis les Maghrébins, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, au lieu de faire front commun et d'essayer d'être les premiers acteurs pour régler le conflit libyen, en 2014 les puissances étrangères. Les Qatariens, les Émiratiens, les Masriens, les Turcs, les Russes, les Européens, la Libye a totalement échappé à tout le contrôle. Aujourd'hui, ce ne sont pas les Libyens qui décident. Aujourd'hui, Haftar, pour prendre une décision, il doit consulter les Émiratis, ou les Égyptiens, ou les Américains, ou les Russes, plutôt les Mshabou, ou les Français, les Mshabou, ou je mets Tripoli, le gouvernement, les Kenfé Sarraj, ou les conservateurs, donc un peu d'islamistes, etc. Ils doivent consulter la Turquie, ou le Qatar. Yani, c'est bon, les Libyens ne décident plus de pour eux-mêmes. Même la crise libyenne, le problème, yani, normalement, quand l'Algérie, le Maroc, avaient compris la nécessité de mettre un terme aux problèmes régionaux et aux problèmes régionaux, aux tensions régionales, et d'entamer des négociations directes pour en finir une fois pour toutes avec le problème du Sahara occidental, on aurait pu faire un front commun, parce que ce qui s'est passé en Libye, c'était l'alerte, c'était le signe avant-coureur, la région de l'Afrique du Nord, il y a un nouveau plan pour recoloniser cette région. On peut pas le nier, parce que c'est les puissances étrangères qui décident. C'est comme dans le Moyen-Orient, où c'est les puissances étrangères qui décident. Vous savez qu'est-ce qu'ils décident les Syriens aujourd'hui? Les Syriens, ils ont perdu leur pays. Les Irakiens, ils ont perdu pratiquement leur pays. C'est les Iraniens et les Américains qui décident. شفنا واش صار في لا ليبي ونا با تيغي لا لوسون ولو ماروك و الجيري قعدوا هذا يدار كيقد في الفار كيقد في الفار المره هذه il y avait une escalade. L'escalade كيفاش بدات؟ l'escalade بدات le 13 novembre. Le 13 novembre 2020 إذا كنا شايفين l'armée marocaine intervient pour évacuer dans une zone tampon. Une zone tampon, c'est-à-dire c'est une zone qui normalement elle est ni pour le Sahara occidental ni pour le Maroc. C'est une zone tampon. Yani, c'est une zone où l'ONU ne reconnaît pas qu'elle est au Maroc et ne reconnaît pas qu'elle est pour une autre partie. C'est une zone qui est censée rester neutre. Fait Gelgarat, les Marocains ont évacué des manifestants dans le Polisario. Donc le Maroc dit qu'ils étaient armés, qu'ils menaçaient des camions et des commerçants et des routiers marocains. Les Polisario disent que non, ils n'ont jamais été armés, c'est des manifestants pacifiques. On n'a jamais su la vérité. Il n'y a pas eu de commission d'enquête indépendante, il n'y a pas eu d'observateur indépendant. Donc le 13 novembre, l'armée marocaine intervient et elle déloge de manière militaire. L'opération a été étonnante. L'Algérie ne s'attendait pas. L'Algérie, la diplomatie algérienne, ou le renseignement extérieur algérien, général Youssef Hadak, مستوى ضعيف يوسف واش عنده كان جنرال يوسف يا ربي عنده كان يدير في الزيتون في جيجل عاودوا عيطوا له قال له خدموا renseignement extérieur. Il n'a aucune relation. Le régime algérien ne s'attendait pas. Le régime algérien ne pensait pas parce que quitte la zone tampon de Guelgueret, ça veut dire que tu remets en cause le cessez-le-feu qui a été négocié en présence de l'ONU et sous l'égide de l'ONU en 1991. Donc le Maroc, alors il a foncé. Il est solide, il a une armée, il intervient. Il avait adopté une position agressive, alors qu'il aurait peut-être pu régler le problème avec une médiation internationale, la MINURSO, une force de l'ONU qui était sur place, Sahara occidental, etc. Qui même le 13 novembre, l'Algérie, le Maroc il intervient, il montre ses muscles, l'Algérie ne s'attendait pas, le renseignement extérieur algérien a prouvé son efficacité, la diplomatie algérienne était à la rue, l'Algérie avait ses problèmes internes, le Hirak 2019, un président qui est absent, malade, تنتبهوا انه ما عندناش بريزيدون ودوك نحكوا على المشكل تاع الجيري من بعد نروحوا ايتاب بار ايتاب l'étape la plus dangereuse اللي كان يوجدوا لها d'ailleurs c'est que la reconnaissance dangereuse, attention je m'explique hein, moi je vais rester objectif, je donne les faits, ensuite j'explique le danger.
Même le 10 décembre 2020, vous vous souvenez très bien, Donald Trump reconnaît officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Il annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Donc, en échange de la normalisation avec Israël, la première puissance au monde et tous ses alliés reconnaissent que le Sahara occidental est marocain. Fin du match. بس الماتش خلاص, la partie elle est finie. Domine, حبس خسر domine. Double 6 qui m'est parce que خلاص un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, première puissance au monde, يقول لك انا je ne reconnais pas le Polisario, ما كان والو. À la limite, قريب قالوها بلي هادو إرهاب وحنا ما نستعرفوش بهم, mais le Sahara n'est pas occidental, il est marocain. Le problème n'est pas dans la reconnaissance américaine. Le problème c'est que, encore une fois, le Maghreb, دخلوا في وسط المشاكل اللي بيناتنا حنا les Maghrébins, دخلوا des puissances étrangères qui sont en train d'imposer au moins la solution. Alors que normalement la solution, il fallait la trouver, bien l'Algérie et le Maroc. Le fait qu'Israël دخلت le Maghreb, le fait que les États-Unis, elle a imposé Israël au sein du Maghreb, خلاص. هنا دخلنا في حلقة خطيرة. وش الخطورة الحلقة هذه وشنو هي؟ Donc le Maroc مضارب مع l'Algérie. وحنا les frontières avec l'Algérie 1994 مغلوقين. وحنا كنا غالقين عليهم. Géographiquement l'Algérie étouffait le Maroc. فهموا مليح. Parce que le Maroc il n'a qu'une frontière avec l'Algérie, une frontière au sud avec la Mauritanie, après c'est l'océan. Il ما عندوش. حنا كنا غالقين عليهم. On fermait toute la frontière. ومضاربين معاهم pendant des années. ومضاربين معاهم pendant des décennies. Il n'y a pas eu de dialogue direct. Il y avait des médiations. Ben Ali, il avait tenté une médiation, ça a échoué dans les années 2000. Zapatero, l'ancien premier ministre, chef du gouvernement espagnol, il avait tenté une médiation entre l'Algérie et le Maroc, après 2010-2011, si je me trompe pas, et ça a échoué. Le Maroc, là, il s'est tourné vers d'autres alliés. Le Maroc, il a fait son deuil. Le Maroc, pour lui, il n'y a pas de Maghreb, mais c'est le Maghreb, l'Algérie, c'est un ennemi éternel, des alliances. Les Marocains ont été poussés à l'alliance vers les Israéliens. Attention, quand je dis ça, je ne défends pas le choix du Maroc. C'est les Marocains, c'est aux Marocains de le commenter, c'est aux Marocains de l'accepter ou de le refuser. Mais moi, j'explique le contexte, lequel le Maroc n'avait pas, s'il y avait une possibilité de négociation avec l'Algérie, et s'il y avait une possibilité de s'asseoir autour de la même table et de régler les problèmes entre deux pays voisins, le Maroc, je suis sûr, il se serait pas jeté dans les bras d'Israël. Mais même l'Algérie le Maroc sur tous les plans. Il a essayé l'Afrique, il était obligé d'aller vers l'Occident. Pour aller vers l'Occident, Donald Trump il a bien utilisé Israël, l'attaque le Sahara occidental. Le Maroc il a accepté par intérêt national, parce qu'il estime que le Sahara occidental fait partie de son intérêt national. Donc, qui دخلت Israël في الوسط, c'est fini. دخلنا في حلقة أخطر حلقة في العالم. علاه؟ لازم تعرفوا باللي dans la diplomatie israélienne, في l'Afrique, là où elle passe, il y a des problèmes. صراحة, là où Israël passe en Afrique, il y a des problèmes. نعطيكم بعض des éléments historiques. Est-ce que vous savez très bien, au début des années 60, Israël a développé une doctrine. David Ben Gurion, qui était parmi le premier ministre, le premier premier ministre israélien, et grand dirigeant israélien, visionnaire et très intelligent, David Ben Gurion, وش يقول لك؟ David Ben Gurion قال لك دار une nouvelle doctrine. يعيطوا لها في début des années 60 la doctrine de la périphérie. اش معناتها؟ La doctrine de la périphérie. Ben Gurion وش قال لهم؟ قال لهم احنا les Israéliens باش نقدروا نعيشوا, on doit pénétrer, ماشي le monde arabe, mais on doit pénétrer les pays qui sont dans la périphérie du monde arabe. Et si on arrive à établir des bonnes relations avec eux, on va contourner le monde arabe et on va se faire des alliés, même on pourra exister, on va dire que le monde arabe. حاجة سهلة. Les Arabes n'ont jamais fait peur aux Israéliens parce qu'ils sont متخلفين. دول متخلفة, دول بدو, malgré quelques tentatives, quelques projets modernistes comme celui de Nasser, comme celui du Ba'ath au début, avant que ça soit une dictature, comme celui du socialisme algérien dans ses débuts. Mais le reste, c'est des pays sous-développés. Israël n'avait pas de problème avec ça. Israël savait qu'elle allait dominer le monde arabe. Mais il fallait qu'elle existe sur le plan international et qu'elle ait des relations apaisées pour qu'elle puisse se faire accepter. Parce que si tu es fort et tu n'es pas accepté, ça ne sert à rien. Donc, بداو يديروا des relations مع les pays africains, بداو مع l'Afrique du Sud, pour l'apartheid, بداو des relations. Bon, ça n'a pas trop marché. بصح Israël, par exemple,
elle a soutenu l'indépendance du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan n'aurait jamais pu prendre son indépendance en juillet 2011 s'il n'y avait pas le soutien militaire le soutien militaire israélien. Je dis bien le soutien militaire israélien. Les Israéliens ont commencé à intervenir même militairement en Afrique. Par exemple, tout le monde les Algériens, mais l'opération de l'aéroport Entebbe, fait Ouganda, juillet 1976, il y avait une prise d'otage d'un avion français, Air France, qui a été détourné par un commando palestinien, fait l'Ouganda. Le Mossad avec l'armée israélienne, ils ont fait une opération sur place où il y a tout un film d'ailleurs, l'image de l'opération indique, c'était le frère aîné de l'actuel premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Jonathan Netanyahu, maître, l'Ouganda, en juillet 76. La fameuse opération Entebbe. Il y a eu même beaucoup de, Entebbe, c'est une ville, l'Ouganda, elle avait un aéroport, l'avion d'Air France, en juillet 67, il s'est posé à ce moment-là. Ensuite, il y avait une opération du Mossad, etc. Israël a développé énormément, dans les années 2000, elle a fait un forcing. Israël a des bonnes relations avec l'Éthiopie, alors qu'il y avait de gros problèmes avec les Éthiopiens, parce que pour les années 80 et les années 70, les Juifs éthiopiens, les fameux Falacha, quand nous m'gorins l'Éthiopie, quand l'Israël, elle était en train de les exfiltrer, mais début des années 2000, les relations se sont améliorées. Elle a établi des bonnes relations avec l'Ouganda, elle a établi des bonnes relations avec le Rwanda, elle fournit des armes au Rwanda et au Ouganda, elle a même installé une base militaire en Centrafrique. يعني داروا une politique de lobbying نجحوا في la doctrine تاعهم تاع la doctrine de la périphérie. يعني Israël maintenant elle est acceptée pratiquement par la majorité des pays africains. Il y a même un projet pour intégrer Israël comme membre observateur de l'Union africaine. يعني vraiment c'est un lobbying important. يعني les Israéliens la normale ما بداوش مع يعني شوف كيفاش باش تفهموا مليح la géopolitique et l'histoire. Ça a un impact sur notre pays. C'est très important. Les Israéliens ont commencé par normaliser leurs relations avec les pays africains. Même ils ont pensé aux pays arabes. Parce qu'ils voulaient isoler les pays arabes. Et pour leur dire finalement, même si on n'a pas de relation avec vous, on s'en fout. On est accepté par la majorité des pays du monde. عندنا علاقات مع l'Occident, عندنا علاقات مع l'Asie, عندنا علاقات مع les pays africains. Il y avait même l'idée de faire un sommet Israël-Afrique. Bon, il y a eu des échecs 2016, Togo, mais beaucoup de pays ont collaboré avec les Israéliens. Ghana, Côte d'Ivoire, des relations militaires et des relations économiques. الحلقة الأخيرة من هذا le feuilleton israélien, c'était de commencer à se trouver un pays avec lequel on pouvait normaliser les relations en Afrique du Nord. Le choix était sur le Maroc parce qu'il y avait déjà des dispositions historiques. Mais le système marocain et israélien ne date pas d'aujourd'hui. Vu l'importance de la communauté juive au Maroc, il y a à l'époque Hassan II, dans sa guerre contre l'Algérie, il est toujours à l'Algérie les guerres. يعني شوفوا باش تفهموا la leçon de l'histoire. حنا les Maghrébins qui نضربوا بيناتنا, il y a toujours un étranger qui vient qui profite. Les Israéliens, ils ont fait un marché avec le Hassan II depuis 1963. قليل من الجزائريين بالك ولا حتى المغاربة, même les Marocains ne le savent pas. Le Hassan II, il a rendu un énorme service à Israël et Israël lui a rendu ensuite un énorme service dans l'affaire Ben Barka, l'assassinat de Ben Barka. جاب لي ربي ما تعرفوش بلح l'histoire هذه Ben Barka, le fameux opposant marocain qui a été assassiné à Paris en 1965. Il a disparu d'abord en octobre, mais il a été assassiné en 1965, c'est une autre histoire, il nous faudra toute une émission. Mais باش تعرفوا باللي septembre 1963, il y avait un sommet de la Ligue arabe في Casablanca, dans le Baïda, au Maroc. Hassan II Ouchidir, il a enregistré, il a mis sous écoute toutes les conversations, les canaux bénis dirigeants arabes avec le sommet de la Ligue arabe. Où il va donner des enregistrements au Mossad. Et c'est grâce à ces enregistrements que le Mossad et les Israéliens vont connaître quel est le rapport de force des Caïns dans toutes les armées arabes. Voilà, parce que vous sommet dans la Ligue arabe,
كي جا عبد الناصر جا مع الشيف ديتا ماجور تاعو، le roi jordanien جا مع الشيف ديتا ماجور تاعو. Tous les pays arabes étaient représentés par leurs généraux, leurs chefs d'état-major et leurs chefs de renseignement généraux. Donc, il y a eu beaucoup de secrets qui ont été échangés dans la réunion هذيك. شفهموا مليح. هو il a enregistré هذيك la réunion ومدها الموساد. C'est comme ça que d'ailleurs il y a un énorme livre, il y a eu de la documentation là-dessus en hébreu en Israël qui te dit c'est grâce à Hassan II que nous avons pu gagner la guerre de 1967. Parce que les informations de 1963 nous ont permis de gagner la guerre de 67, en tout cas de se préparer en 67. En échange, le Mossad il a aidé le service marocain à éliminer Mahdi Ben Barka octobre 1965. Mais هادو اللي قال حسن II واش صار في 63 عاود عشناه في 2020. محمد السيس شاف روحو ايزولي، لو سارة متسقام له دراهم كبار، lobbying, تبني دي نوفيل فيل. يعني les Marocains, la question du Sahara occidental cause beaucoup de problèmes au Maroc. C'est des milliards de dollars qui sont injectés là-bas, dans ce dossier-là. Le Maroc développe, on va trouver que le Sahara occidental, il est mieux développé que beaucoup de régions à l'intérieur du Maroc. Il y a des privilèges qui sont donnés aux Sahraouis qui ne sont pas donnés aux Marocains. Puis le lobbying politique, ou les dépenses militaires, ou الحيط اللي بناوه، مشكلة، لقى روحو بلي ما فراهاش. Le Maroc voudrait régler le problème. Ça l'intéresse pas de vivre éternellement en guerre, et tout le temps avec des tensions, etc. Il a vu qu'il n'y a jamais eu de dialogue avec l'Algérie, vu que l'Algérie n'a jamais changé de position, vu que l'Algérie a toujours été radicale avec le Maroc, il n'y a pas eu de dialogue Sahara occidental indépendant, on a laissé le champ libre aux Israéliens. Les Israéliens se sont engouffrés dans le problème algéro-marocain. Les Marocains ont dit oui aux Israéliens. Maintenant, il y a un axe Tel Aviv, Rabat, Washington. Sans compter les axes, les كاين في la Libye, Doha, Istanbul, Tripoli, ولا Benghazi, Caire, Abu Dhabi. وحنا اليوم لقينا روحنا totalement isolés. L'Algérie d'aujourd'hui, elle est complètement isolée. La guerre contre le Maroc, nous l'avons perdue politiquement et diplomatiquement, parce que le Sahara occidental finalement n'a jamais existé, il n'existera jamais, parce qu'aucune des grandes puissances ne veut du Sahara occidental. Même la Chine et la Russie, qui sont les plus modérés sur ce dossier, ne soutiennent pas une indépendance franche du Sahara occidental. دراهم اللي كنا نصرفوا فيها مع البوليزاريو ما جابوا لنا والو. متضاربين مع nos voisins marocains pendant des décennies. وش ربحنا à la fin? Les Marocains راحوا, ils sont dans le ventre ils sont dans les bras des Israéliens. Les Israéliens, quand ils rentrent dans une région, qui دخلت l'Afrique centrale, l'Israël, ce que l'Afrique centrale elle est devenue, Israël s'est mêlé des affaires du Soudan, comment le Soudan a été divisé, etc., etc. Donc, les Israéliens ont proposé des technologies d'armement, des technologies d'espionnage, des technologies de cybersurveillance, des technologies militaires très avancées. Israël, c'est pas n'importe quoi. Mais chez Israël, c'est pas Ordon ou la Chypre, ou là c'est un pays Habina ou la Krana puissant et une puissance militaire et technologique un peu importante et impressionnante. Du coup, les Marocains maintenant, ceux qui sont, en tout cas l'aile la plus anti-algérienne, elles se sont en force, elles se disent, classe, nous avons le soutien américain, nous avons le soutien israélien, donc l'Algérie, on n'a pas peur d'eux, on peut même aller en guerre au cas où. Ça se dit au Maroc, j'ai des amis marocains à qui je parle, à qui je m'adresse, on échange des informations et tout, ils le disent. Il y a un courant conservateur depuis la normalisation avec Israël qui monte en puissance et qui dit voilà l'Algérie, on l'emmerde, maintenant avant c'était une guerre médiatique, maintenant on peut passer à autre chose. L'Algérie par conséquent, janvier, entre le 6 et le 7 janvier, si vous vous rappelez bien, un sous-secrétaire d'État américain, le sous-secrétaire d'américain David Schenker, c'est le sous-secrétaire d'État adjoint responsable de tout ce qui est les affaires du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord. David Schenker a déjà Alger. Alger le 6 et le 7, bda Alger d'abord, قبل ما يروح le Maroc, pour une chose simple. واش قال les Algériens؟ قال لهم شوفوا احنا ما عندناش بروبليم معاكم. إسرائيل ما تخافوش منها, احنا on vous garantit qu'elle va jamais vous agresser l'Algérie. Mais le Polisario c'est fini. نحوها من بالكم. Le Polisario n'a aucune solution, ما نستعرفوش به.
وخلاص يعني il a essayé de convaincre les Algériens les Israéliens ne donneront pas des armes ou n'appuieront pas, ne vont pas appuyer une offensive militaire marocaine contre l'Algérie. Les dirigeants algériens n'ont pas été convaincus. Du coup, l'Algérie, depuis fin décembre jusqu'à aujourd'hui, rana aïchin dans un état de guerre. La preuve, les déclarations de Shangriha, les déclarations de Tebboune, Tebboune il est malade, il est absent. Mais malgré ça, il fait des déclarations bizarres. Le match de handball contre le Maroc, il a félicité Israël. Donc, ça prouve qu'il y a une hostilité grande contre le Maroc. Le récent exercice militaire, les Dela Fitindouf, le 17 et le 18 janvier, l'opération Hazm 2021, Win, chefna des armes très puissantes du côté de l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie a l'habitude de faire des exercices militaires, ya jma'a. باش نفهموا مليح. Mais المرة هذه شفنا يعني une agressivité un peu différente des années dernières. شفنا l'armée algérienne, les Sukhoi, les Hiroshima, les nouveaux missiles. يعني l'Algérie a montré ses muscles. Ou Saïd Shangriha, le chef d'état-major de l'armée algérienne, parle directement d'une préparation au combat. Préparation au combat depuis, quand tu le dis, depuis Tindouf et Bachar. Le combat contre qui? Le problème du terrorisme vient du Sahel, du Mali, du Niger. Le problème du terrorisme, de la stabilité, l'infiltration des groupes armés, ça vient de la Libye. Mais qui trouve les préparations au combat, tu vises directement le voisin marocain. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il y a, en Algérie, il y a un esprit d'état de guerre. L'Algérie ne se sent pas en sécurité. Parce qu'elle est encerclée. Et réellement, il y a une insécurité. On est encerclé, les armées étrangères et les mercenaires étrangers et les puissances étrangères sont présents en Libye. Le Sahel, il est pratiquement protégé. Uniquement, il tient les pays du Sahel grâce à l'armée française. S'il n'y avait pas l'opération Barkhane, ni le Mali, ni le Niger ne pourraient résister réellement face à des groupes armés très mobiles, djihadistes, qui font la guérilla, et ces États auraient pu s'effondrer. La Tunisie, elle est très fragile. Chef les 5 derniers jours, les émeutes qui éclatent, la crise politique interne. Les Tunisiens, ils ont des acquis démocratiques, mais ils n'ont fondé aucune économie, aucune croissance économique, aucune justice sociale, que des inégalités. La Tunisie n'est qu'une façade démocratique, mais au fond, la Tunisie profonde, elle est désespérée, des émeutes, etc. L'élite politique tunisienne, elle est divisée. Donc la Tunisie est un pays endetté. Ils vont battre bien. Maintenant, quelques mois, ils vont avoir un niveau d'endettement extérieur qui dépasse les 30 milliards d'euros. C'est très inquiétant pour l'avenir de la Tunisie. La Mauritanie à côté, a des relations avec Israël ou des relations avec les Émirats ou les Émiratiens, ou même une base militaire ou la frontière algérienne. Et le Maroc, il est devenu l'allié d'Israël. Donc nous sommes plus que jamais isolés. صراحة. هذه مرة وش يكذب. Mais le problème, هادو كاع المشاكل اللي صراو. وعلاش؟ السبب الحقيقي وشنو هو؟ Il y a deux causes. Un, l'incapacité de devenir un pays émergent et de construire des institutions et de faire et de peser sur son environnement régional et géopolitique. L'Algérie ضعفت tellement ضعفت ولا من هبه ودبه يدخل عند الجيران ويدير القوانين تاعو ويخدم الخدمه تاعو وحنا واحد ما سمع بينا واحد ما دار لنا قصه لو مالي والنيجير ماشي دايرين لنا قصه المالي ماهوش دايرين لنا قصه لا تونيزيا راهم تاكلين نعاونوهم هما حنا ديجا رانا اون كريز ما قدرناش نعاونو روحتينا لو ماروك سي فيني اسرائيل لا موريتاني دوبي لونطون راهي مع الامارات شويه اسرائيل شويه فرنسا على حسب لي زانتيري تاعهم هذه الاولى سي ان كونستا فيريديك on ne peut pas le renier. La deuxième cause c'est la guerre entre l'Algérie et le Maroc. Cette guerre froide entre l'Algérie et le Maroc a ruiné le Maghreb. Cette guerre froide entre l'Algérie et le Maroc, elle a offert le Maghreb sur un plateau d'argent à toutes les puissances étrangères. خلاص انت المروكي ما حبش تهضر معاه ومتضارب معاه ومعاه يديه وتمشي وتدخل ندير لك الحرب ودير لي زيكزارسيس ميليتير ها سي نورمال لو ماروك يفا شوازيغ انا لي اسرائيليان يقول لك انا باش نحمي روحي الارمي الجيريان اللي بويسونت chaque année elle dépense 10 milliards 15 milliards de dollars. Donc je vais faire des alliances avec Israël, avec le diable, avec la lune, et je me protège.
l'erreur du côté marocain, c'est une erreur parce que Israël, en intervenant en Afrique du Nord et en Afrique, elle va défendre d'abord ses intérêts. Si demain, parmi ses intérêts d'affaiblir l'Algérie pour que son lobbying en Afrique passe, parce que, Inch'Allah, c'est quoi le but d'Israël? C'est d'être le membre de l'Union africaine. Qui peut s'opposer à ce qu'Israël ne puisse pas être membre de l'Union africaine? Il m'a l'Algérie, il m'a l'Afrique du Sud. Même le Nigeria ne va pas trop dire non. Le Nigeria, il est divisé. À la cause palestinienne ou le machak. Le Nigeria, il a ses intérêts. Si nous, demain, si Israël veut devenir membre de l'Union africaine pour qu'elle se fasse accepter sur la scène mondiale et pour qu'elle puisse faire des affaires en Afrique, parce que l'Afrique, c'est stratégique. Les Algériens ne jouent fait l'Afrique, etc. Réellement, la future croissance économique, les futures perspectives du marché mondial, le plus grand marché mondial durant ces 50 prochaines années, il sera en Afrique, il sera pas en Europe, il sera pas en Asie, il sera en Afrique. Et les Israéliens le savent, ils veulent prendre leur part du gâteau. Ils veulent pas laisser les Chinois et les Turcs et les Américains et les Français et les Européens occuper tout le continent africain. Or, Israël, l'histoire l'a prouvé, celui qui s'oppose à Israël, Israël va le détruire. Les Israéliens ما يفهموش دار معاهم حرب ضرب يطيحك كيما السودان قسموه كيما لا سنترافريك طيحوها يقسموك نورمال كيما انا شوفوا شنو صاري سي با ان ennemi sérieux c'est pas un ennemi amateur attention donc حنايا on n'accepte pas la normalisation ok mais si tu ne veux pas l'Algérie ne peut pas avoir des ennemis partout انت يا خويا لازم تكونش زورو تضارب مع اسرائيل تضارب مع لو ماروك تضارب مع الامارات ملي جات بون à l'époque de بوتفليقه حبينا ولا كرهنا on avait une diplomatie équilibrée فهمت جماعه la diplomatie de بوتفليقه était équilibrée بوتفليقه راهو من ولا شايد من c'est-à-dire nous faisons pratiquement l'équilibriste. On est entre les pays du Golfe et l'Iran, on a été l'intermédiaire. Marani trop pro-iranien, marani trop pro-saoudien, marani trop pro-américain, marani trop pro-russe. À l'époque de Bouteflika, on avait une très bonne diplomatie. On était on mangeait, on prenait du gâteau avec tout le monde. On était pragmatique. La Chine, on était avec la Chine, on était avec l'Union européenne, on fait et les avions sont revenus après une longue période il faut savoir, avant l'époque Bouteflika, l'Algérie était totalement isolée. Il n'y avait pas d'avion, Air France Belgique, Alitalia Bessif, on vivait un isolement international. مع تبون رانا مضاربين معاهم كاع تبون ما يحب لي ماروكا ما يحب لي الاماراتيين ما يحب يسب لي فرنسي يسب لي ايطاليان مضارب مع لي اسبانيول مضاربين معاهم كاع عندنا ان سول الي سي لا تركي يعني متفاهم غير مع اردوغان هذا واش متفاهم بصح يا خويا حنايا ما راناش ما عندنا لارم نوكليير ما عندنا اون ايكونومي يعني on peut produire, on peut exporter du maïs, on peut exporter de la... ما عندنا une industrie. ما عندنا, ni on fabrique nos voitures. On est un pays sous-développé. Sous-développé. Je suis au niveau de mes frontières encerclé. Encerclé par des puissances hostiles. Totalement encerclé. Quand je dis une puissance hostile, je parle d'une puissance hostile. Une puissance qui vient avec un agenda dont les intérêts ou dont les objectifs sont contraires à mon objectif. Aujourd'hui, lorsque la Turquie, la Russie, les Européens vont se partager, les Égyptiens vont se partager le pétrole et le gaz libyen, ce sera mauvais pour l'Algérie puisque les investisseurs qui viendront vers l'Algérie vont aller vers la Libye. Les gens qui voulaient acheter un peu du gaz algérien et du pétrole algérien, ils vont aller acheter en Libye parce que la Libye, les réserves Tawaha sont plus vierges, moins entamées. Elle aura des débouchés plus intéressantes. La même chose. L'agenda des nouveaux alliés du Maroc sont contraires à l'Algérie. C'est-à-dire, ils veulent s'emparer de l'Union africaine, ils veulent s'emparer du leadership. C'est quoi le nouveau plan? C'est que le Maroc devienne la puissance numéro 1 de l'Afrique du Nord. عندهم l'Égypte vers l'Est, le Maroc à l'Ouest, ou عندهم l'Afrique de l'Ouest, تانيك, مع la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. عندهم le Rwanda et l'Ouganda et Kenya, l'Afrique de l'Ouest. ويحكموا كاع l'Afrique. Toute l'Afrique sera entre les mains du lobby israélien. وحنا l'Algérie واش راح نربحوا؟ نتبعنا في البوليساريو،
نتبع انا الحكايه تاع سارا اوكسيدونتال كي ني با فيابل. Aujourd'hui, des pays qui datent de 3 siècles n'arrivent pas à survivre face aux crises, face aux pandémies, face aux menaces extérieures, face au terrorisme. On va créer un autre pays en Afrique du Nord. ما عندهاش معنى يا جماعه. هذه ما عندهاش معنى كاع. باش تفهموا مليح. هنا يا جماعه باش تفهموا بلي il y a des données géopolitiques très dangereuses. En plus, l'Algérie parle de guerre, la revue Jaish, et préparez-vous, la menace extérieure. Même si on veut faire la guerre, mais on a un chef de guerre. Président Romère. Le président Tana Romère. Qui est chef de guerre quand on est en guerre? C'est le président de la République, c'est lui le premier commandant des forces armées, c'est lui le chef de guerre, c'est lui qui doit diriger le pays et le protéger. Le président Tana Romère, handicapé, il est invalide. Mik de Chimchi. Avec quoi on va faire la guerre? Shengrihan n'aura pas le droit légalement de diriger le pays. Il n'est pas président de la République. Notre propre président Makash. Il est invalide. يمشي راهو ما باليش بالكورونا تاخباتو. هو راهو في l'Europe في l'Allemagne يداوي sous les caméras projetées avec tous les caméras, tous les projecteurs qui sont braqués sur son état de santé, son intimité. ويجي نقول لك حنا on va faire la guerre. Mais ما عندناش même pas chef de guerre. Alors, il faut absolument revenir à la raison. Il faut que les sages en Algérie et les sages au Maroc montent aux puissances, montent un néon crescendo. Ils demandent qu'il y ait un dialogue direct bilatéral. Les Algériens et les Marocains vont directement dialoguer les uns avec les autres pour régler leurs problèmes. Il ne faut pas laisser les puissances étrangères s'intercéder ou s'intercepter ou imposer leur agenda ou imposer leurs intérêts à la région. Les Marocains et les Algériens يتهادروا بيناتهم وريغليو le problème d'homme à homme. De Marocains à Algériens, كلش sur table. قال اخويا ها البروبليم دو صالا واش نديرو معاه؟ ها le problème de l'ouverture des frontières. Les Algériens expulsés du Maroc les années 70. Le problème des Marocains expulsés d'Algérie. On règle tous les dossiers, parce qu'il n'y a pas un. Il y a plusieurs dossiers qui n'ont pas été traités entre l'Algérie et le Maroc. 10 milliers d'Algériens ont été dépossédés de leurs terres agricoles au Maroc. 10 milliers de Marocains ont été dépossédés de leurs appartements ou de leurs maisons en Algérie, etc. La fermeture des frontières, son ouverture, comment, quel type de relations politiques, quel type de relations économiques. Ça, c'est des discussions bilatérales. حنا رانا نديرو الغلطة رانا نخلو لي فرنسي لي اسرائيليان لي زيميراتي لي امريكان يدخلوا فيناتنا ويديروا لو شوا. Ils imposent leur décision, ils imposent leur agenda. Ensuite c'est le Maghreb et l'Afrique du Nord qui vont en pâtir. وراكم تعرفوا le vieux يعني le colonialisme, appelons-le impérialisme, appelons-le la mondialisation, sous les nouvelles formes de domination mondiale. Ça a toujours été la vieille recette. Semer, diviser pour régner. Diviser pour régner. Je trouve que la Turquie, elle a poussé l'Azerbaïdjan à faire la guerre à l'Arménie pour que la Turquie devienne un acteur majeur. Je vous mets à Chamsari. Les guerres du Balkan, les années 90, comment on a fait exploser la Yougoslavie en semant la division entre les Croates, entre les Serbes, entre les Bosniaques, et qui a été le gagnant de l'histoire des Balkans. L'OTAN, naturellement, pour affaiblir la Russie. Donc, nous avons les épisodes de l'histoire. Le Maghreb, la situation est explosive. Explosive. On a perdu la Libye, on risque de perdre la Tunisie, l'instabilité, l'incapacité de la Tunisie, parce que la Tunisie va être endettée, elle sera obligée de demander des prêts. Si tu es endetté, tu n'as pas de souveraineté. Là, on a perdu le Maroc, pratiquement, parce qu'il a rejoint un camp, il y a un camp qui n'est pas africain, qui n'est pas maghrébin, qui n'est pas, voilà. Et là, c'est la carte de la dernière chance. La carte de la dernière chance, il m'a une médiation internationale. Il m'a la Tunisie, par exemple, peut être le médiateur entre l'Algérie et le Maroc. Il m'a les sages du Maroc et les sages de l'Algérie vont se parler, arrêter d'utiliser les exercices militaires, les menaces militaires, les guerres médiatiques inutiles, les guerres psychologiques totalement inutiles.
il faut se parler et régler tous les problèmes le plus tôt possible. Sinon, on va tous souffrir de cette... On sera tous colonisés dans l'Afrique du Nord. Le Maghreb va devenir un gâteau que va se partager la Turquie, Israël, les Émirats, Qatar, l'Europe, les États-Unis, la Russie. Ils vont se le partager, on sera même pas souverain dans notre propre pays. J'espère que cette émission contribuera à éveiller les esprits. J'espère que cette émission vous permettra un peu d'éclairer votre lanterne. Essayez s'il vous plaît de partager un peu notre message. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, sensibilisant, œuvrant pour l'amitié algéro-marocaine, œuvrant pour la réconciliation algéro-marocaine, œuvrant pour la protection du Maghreb, œuvrant pour sauver notre région d'un plan d'hégémonie globale.